Voici l'une des questions que je me pose fréquemment. Qu'arriverait-il si Superman ou Invincible tentait de conquérir le Japon? Non pas comme Omni-Man voulait conquérir la Terre, mais plutôt comme une franchise, comme un produit culturel. Serait-ce un succès fulgurant ou un échec cuisant? Pour ceux qui ne le savent pas, malgré l'énorme popularité des héros Marvel et DC aux États-Unis et en Europe, ces franchises peinent étrangement à s'imposer au Japon, le pays du manga, qui consomme pourtant plus de bandes dessinées per capita que n'importe quel autre pays du monde. Alors, pourquoi l'homme de métal, qui peut détruire une planète avec son coup de poing, ne parvient-il pas à conquérir un archipel pourtant obsédé par les personnages au pouvoir surhumain? Bienvenue sur Otascrime, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les fictions préférées de tes fictions préférées. Et aujourd'hui, on va faire un petit voyage interculturel fascinant, car nous allons plonger dans les différences fondamentales entre la culture des comics américains et celle des mangas japonais, et comprendre pourquoi même un chef-d'œuvre comme Invincible aurait du mal à percer au pays du soleil levant. Commençons par une évidence. Les comics américains et les mangas japonais sont deux formes de narration visuelle avec des codes radicalement différents. Et ces différences sont beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît. Prenons le cas de la structure narrative. Invincible, comme la plupart des comics américains, c'est une structure épisodique qui peut s'étendre sur des années, voire des décennies. Les personnages évoluent, mais très lentement et souvent de façon cyclique. Bruce Wayne commence ses aventures avec l'assassinat de ses parents, et dès lors, il est toujours Batman jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. En contraste, les mangas suivent généralement une trajectoire beaucoup plus définie et condensée. Un shonen comme Demon Slayer, par exemple, avec Tanjiro, nous emmène de A à Z en 205 chapitres, avec un objectif clair et défini dès le départ. Tanjiro veut guérir sa sœur et vaincre Muzan. Cette approche fermée du manga versus une approche beaucoup plus ouverte et potentiellement infinie du comics crée une première barrière culturelle. Les lecteurs japonais s'attendent à une histoire avec un début, un milieu et une fin claire et définie. Pas une saga potentiellement éternelle. Et puis, au Japon, un manga est indissociable de son créateur. One Piece, par exemple, appartient à Eiichiro Oda. Naruto, c'est Masashi Kishimoto. Le lien entre l'œuvre et son créateur est sacré. Or, dans l'univers des comics, le personnage appartient à la maison d'édition. Batman a été dessiné et écrit par des dizaines de créateurs. Invincible est peut-être l'exception qui confirme la règle, puisque Robert Kirkman en est resté l'auteur principal, même si là encore, il y a eu plusieurs dessinateurs qui se sont succédés. Ce qui fait que cette notion d'auteur unique qui porte sa vision de A à Z est profondément ancrée dans la culture du manga et crée une attente très spécifique chez les lecteurs japonais. Puis, il y a aussi une question du rythme et du storytelling visuel. Les comics américains comme Invincible privilégient généralement des cases détaillées, avec beaucoup d'informations visuelles et textuelles. Les mangas, eux, utilisent une technique appelée art visuel du vide, de la pause, et décomposent souvent l'action en de nombreuses cases pour créer un effet cinématique. Cette différence fondamentale dans la manière de raconter une histoire visuelle crée l'un des obstacles majeurs à la réception de comics comme Invincible au Japon. Ce n'est pas qu'Invincible ou les comics en général soient mauvais, c'est juste qu'ils parlent un langage narratif différent. Mais allons plus loin que les simples considérations techniques. Plongeons dans la différence fondamentale du concept même du héros entre le Japon et les États-Unis. Les super-héros américains comme Superman, Batman ou même Mark Grayson n'échappent pas à la règle. En général, c'est un individu exceptionnel qui se distingue de la masse. Il est l'élu, le différent, celui qui s'élève au-dessus des autres pour les protéger. Il est souvent insulaire, solitaire ou travaille avec une équipe très sélecte. Cette vision est profondément ancrée dans l'idéal américain de l'individualisme et de l'expansionnalisme. Superman n'est pas juste un héros, il est le héros, l'idéal vers lequel tendre mais qu'on ne peut jamais vraiment atteindre. On dit que dans les mangas, même les personnages les plus puissants s'inscrivent souvent dans un système collectif. Prenez Goku dans Dragon Ball. Aussi puissant soit-il, il dépend constamment de ses amis. Ou Naruto. Son objectif ultime n'est pas de se distinguer des autres, mais d'être accepté par sa communauté et de devenir le Hokage, un leader servant sa société. Cette distinction anodine est cruciale et reflète les valeurs culturelles profondes. L'individualisme occidental contre le collectivisme oriental. Par ailleurs, la violence dans les comics comme Invincible, bien que spectaculaire et s'inscrivant dans le récit, est traitée de façon très différente dans les mangas. Les scènes sanglantes d'Invincible sont là pour choquer, pour montrer les conséquences brutales d'un combat surhumain.
Tandis que dans les mangas populaires, même les plus violents, la violence est souvent plus stylisée, plus symbolique. Elle sert à exprimer l'émotion, la détermination, la volonté de vaincre, pas nécessairement de montrer du corps réaliste. Et cette différence d'approche de la violence reflète aussi des sensibilités culturelles différentes face à la représentation graphique des conséquences physiques des combats. Et enfin, les thèmes même abordés dans les comics reflètent une brutalité du monde qui est un peu plus édulcorée dans les mangas. La relation père-fils toxique, les trahisons familiales, l'identité et le partage entre deux héritages, bien qu'universels, sont traités sous des angles et des règles d'écriture très différentes entre l'Occident et l'Orient. La trahison d'Omniman, par exemple, et sa violence envers Mark représentent une rupture totale de la structure familiale. Or, dans de nombreux mangas, même quand les structures familiales sont tendues et conflictuelles, il existe toujours un chemin vers la réconciliation et la compréhension mutuelle. Car les valeurs de loyauté familiale et de continuité générationnelle, très présentes et très importantes dans la culture japonaise, ils sont généralement préservés d'une manière ou d'une autre. Et donc, ces différences profondes dans la conception même du héros et des valeurs qu'il représente constituent l'un des obstacles majeurs à la réception grand public du comics au Japon. Et tout ceci combiné par un trauma post-guerre mondiale nous crée le cocktail parfait pour le déclin du comics dans ce pays. Car l'industrie de production japonaise, encore très ancrée traditionnelle, voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ces anciens bourreaux venir inculquer des valeurs de positivisme à ces contrées. Mais au-delà de ces différences narratives et culturelles, il y a aussi une réalité commerciale et stratégique à considérer. L'histoire des tentatives d'implémentation des comics américains au Japon est jalonnée d'échecs retentissants malgré des investissements massifs. Marvel et DC ont tous deux tenté à plusieurs reprises de conquérir le marché japonais. En 1970, Marvel s'associe avec Kodansha pour publier une version japonaise de Spider-Man. Et bien que le personnage soit apprécié, ce fut un échec cuisant. Dans les années 90, plusieurs tentatives ont été faites pour adapter Batman et Superman au format manga. Résultat, échec commercial quasi systématique. Ce que l'on peut constater, c'est que même quand ces grands géants américains ont fait l'effort d'adapter leurs personnages au code graphique japonais, le succès n'a pas été au rendez-vous. Pourquoi, Aramis, me demanderas-tu? Eh bien parce que déjà, ils se sont heurtés à un marché saturé. Le Japon produit environ 12 000 nouvelles de séries chaque année. La concurrence y est féroce et les lecteurs japonais sont habitués à une qualité de diversité importante. Au Japon, les mangas sont d'abord publiés dans des épais magazines hebdomadaires à des prix bas, contenant plusieurs séries. Les lecteurs peuvent découvrir de nouvelles œuvres pour l'équivalent de quelques euros. Les séries populaires sont ensuite compilées en volume. Les comics américains, eux, fonctionnent sur un modèle d'achat à l'unité beaucoup plus coûteux. Un numéro d'Invincible, par exemple, peut coûter entre 8 et 10 dollars pour une vingtaine de pages. Un prix peu attractif pour le consommateur japonais moyen habitué à avoir plus pour moins cher. Et enfin, il y a une question d'accessibilité et de distribution. Au Japon, les mangas sont partout. Dans les librairies, les supermarchés, les gares, les kiosques. Les comics américains, eux, même traduits, restent confinés dans des boutiques spécialisées, touchant un public déjà d'initiés. Et franchement, je trouve cette asymétrie commerciale très fascinante. Alors que la pop culture japonaise s'exporte très bien vers l'Occident, pensez à Pokémon, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen et encore Demon Slayer, l'inverse, lui, est beaucoup plus rare. Et quand ça fonctionne, c'est souvent après une adaptation significative aux sensibilités locales. Il y a aussi une question d'industrie. Le Japon possède une industrie de manga et de l'animation extrêmement développée et intégrée. Ceux qui rencontrent un énorme succès deviennent presque automatiquement des animes qui génèrent des produits dérivés, créant un écosystème commercial complet et connecté. Pour vous donner une ordre d'idée, le marché du manga au Japon représente environ 5 milliards de dollars par an, contre environ 1,1 milliard de dollars pour l'ensemble du marché du comics aux États-Unis. Et ça, c'est dans un pays qui compte moins de la moitié de la population des Américains. Mais encore, il y a aussi ce statut de la question culturelle. Au Japon, le manga n'est pas considéré comme une sous-culture de geek, mais comme un art à part entière. Un art mainstream, lu par toutes les générations et tous les segments de la société, contrairement à la manière dont est vu le comics en Occident. Et ces obstacles commerciaux et socioculturels constituent un mur peut-être plus difficile à franchir pour Invincible et tous les autres comics du genre voulant conquérir l'archipel. Mais après tout ce tableau pessimiste, posons-nous une question plus constructive. Si Robert Kirkman,
voulait vraiment qu'Invincible conquiert le Japon, que devrait-il faire? Jouant à un petit jeu. Essayez de me mettre en commentaire vos suggestions et je verrai si elles concordent avec ce que je vais vous dire. À mon sens, il faudrait une refonte complète du format narratif. Pas une simple traduction, mais une véritable adaptation culturelle, comme ce fut le cas de The Ring quand il est passé du Japon aux États-Unis. Cela impliquerait probablement un mangaka japonais réputé pour redessiner l'entièreté des planches de la série selon les codes visuels du Japon. Une reconstruction de l'histoire pour qu'elle ait des arcs narratifs plus définis et une conclusion plus amenée et anticipée. Et enfin, une atténuation de la violence graphique au profit des expériences et de l'expressivité plus symbolique. Puis, il faudrait changer l'approche commerciale. Au lieu d'essayer de vendre l'œuvre comme un produit américain au Japon, il serait plus judicieux de s'associer à une maison d'édition japonaise majeure, comme la Shueisha ou le Shonen Jump. Et enfin, je pense qu'il faudrait mieux retravailler certains thèmes centraux pour raisonner avec le public japonais, comme accentuer la dimension de rédemption d'Omniman. D'ailleurs, des tentatives similaires ont déjà eu lieu. Prenez par exemple le cas de Batman Ninja, une adaptation qui a tenté de transporter l'univers de Batman dans un Japon féodal avec un studio d'animation japonais. Le résultat était visuellement impressionnant, mais est resté une curiosité plutôt qu'un véritable succès commercial au Japon. Et la vérité, c'est que certaines œuvres sont profondément ancrées dans leur contexte culturel d'origine qu'une adaptation complète risque de leur faire perdre leur essence même. En somme, ce que cette analyse nous révèle, c'est à quel point les œuvres culturelles sont profondément façonnées par leur contexte d'origine. Les comics américains et les mangas japonais ne sont pas simplement des styles graphiques différents. Ce sont des expressions culturelles complètes avec leurs propres codes, leurs propres valeurs et leur propre façon de raconter des histoires. Et c'est précisément cette diversité qui fait la richesse de la culture mondiale. Imaginez un monde où toutes les bandes dessinées se ressembleraient, où tous les super-héros suivraient les mêmes modèles et les mêmes codes. Quelle tristesse ce serait! Si vous avez apprécié cette exploration des différences culturelles entre les comics américains et les mangas japonais, je vous invite à découvrir d'autres analyses en profondeur d'œuvres de fiction sur cette chaîne. Et si comme moi, vous aimez les lores et les histoires d'œuvres de fiction, je vous invite à aller jeter un œil à ma chaîne principale Aramis Crime, lien dans la description, où je raconte les histoires complètes de vos séries préférées, comme Frieren, Solo Leveling ou encore Invincible. Et si ces questions de différences culturelles, de business ou de mondialisation vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne Curious Crime, où je vous explique des sujets fascinants comme le fait que l'éducation nationale nous façonne dans une prison dorée, ou encore la baisse de la natalité, ou même d'autres différents sujets qui vont arriver. Le lien se trouve aussi en description. Et sur ce, les otacultes de la Scream Crew Family, on se retrouve sur Otascream pour la prochaine vidéo.